Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir David et Stéphane Fuenquinos. Dans la famille Fuenquinos, on adore raconter des histoires. Le dernier roman de David intitulé Vers la beauté vient de paraître chez Gallimard. Et le film qu'ils ont réalisé tous les deux sort en DVD. Il s'agit de Jalouse avec la formidable Karine Viard. Et apparemment, entre Stéphane et David, il n'y a pas de jalousie. Aucune jalousie, on a du mal à choisir parce qu'ils ont tous les deux leur charme et surtout leur complémentarité. Alors commençons par le livre. Le livre démarre par une situation qui pourrait nous arriver à tous, c'est-à-dire une fuite. On décide de tout plaquer et de sortir de notre vie. C'est ce qui arrive au héros du livre. Il est expert en art, plus que ça, il est docteur spécialiste de Modigliani, c'est un conférencier, un universitaire des Beaux-Arts. Et puis un jour, il décide de devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Et c'est un peu comme si vous, David Fuenquinos, vous décidiez de rentrer chez Office Dépôt pour vendre. J'attendais la comparaison. Voilà. Non, mais c'est comme si vous c'est comme si Calvi se mettait à vendre des téléviseurs chez Darty et que vous alliez chez Office Dépôt vendre des crayons et puis des stylos. Alors évidemment, c'est une histoire sensible avec des personnages torturés comme vous les aimez, mais on a envie de gratter un peu et de vous demander mais comment une idée comme ça vous vient, une inversion de situation pareille, quoi. Oui, d'abord vous avez raison, il quitte tout, il change de vie et pour aller quand même dans un milieu assez similaire aussi, puisqu'il va se retrouver au cœur des tableaux et il est en plus spécialiste de Modigliani, donc en tant que gardien de salle, il ne peut pas s'empêcher d'intervenir dès qu'il entend un guide dire une approximation par rapport à la vie de Modigliani. Mais on comprend assez vite que sa motivation, c'est d'aller se réfugier. Qu'a-t-il vécu? Apparemment quelque chose d'extrêmement douloureux et de violent. Et pour lui, c'est le sentiment qu'il a. Le seul endroit où il peut aller finalement cicatriser sa douleur, c'est au milieu de la beauté, au milieu des œuvres qui le touchent. Alors c'est parmi la beauté, mais c'est face à un tableau qui doit s'afficher sur nos écrans, qui est le portrait de la veuve de Modigliani, qui a un destin assez funeste, puisque quelques heures après la mort de Modigliani, elle se suicide et en plus elle est enceinte. Et vous dites, voilà, vers la beauté, la thèse du livre, c'est quand même qu'on peut se sauver par l'art. Comment un type qui est face à un tableau qui représente un sujet au destin aussi triste, aussi funeste, peut-il se sauver? C'est quand même la grosse déprime. La veuve de Modigliani. Justement, c'est vrai qu'on peut penser ça. Ce personnage-là pense le contraire. Pour lui, il est face justement à cette beauté figée dans l'intemporel. Et c'est justement l'idée qu'on peut se sentir consolé d'une certaine manière face à la beauté, face à une œuvre d'art qui ne nous juge pas. Avec qui on peut avoir une sorte de conversation, c'est ce qu'il va avoir finalement, ça va être sa confidente au début du livre, et puis finalement elle va lui donner d'une certaine manière le courage d'aller après se confronter à ce qu'il a vécu, et il va retourner à Lyon, puisque le livre aussi se passe à Lyon, et pour voilà, essayer de réparer d'une certaine manière voilà le drame qu'il a traversé. Et on ne peut pas en dire plus, parce que sinon, c'est patatrac. Et dites-moi, vous, effectivement, dans votre vie, David Fuenquinos, vous avez été sauvé par l'art. Oui, c'est vraiment un livre qui est traversé par Je le précise, vous avez été très malade, je vous laisse l'expliquer. Et en fait, votre moyen de survie, votre découverte de la littérature, elle se fait pour vous sur un lit d'hôpital. Oui, vous avez raison. C'est vraiment, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte à quel point il portait une dimension personnelle, puisque moi, à l'âge de 16 ans, j'étais gravement malade, j'ai passé des mois à l'hôpital. Et c'est la compagnie des livres, le début de l'écriture, l'amour de l'art, de la musique finalement qui m'ont propulsé à nouveau vers la vie. Je me rends bien compte que ce personnage et aussi l'autre personnage, cette jeune fille dont on ne parle pas, les deux voilà, sont traversés par la nécessité d'aller vers le beau et l'art pour pouvoir se reconstruire. Stéphane, il y a David qui parle de son livre. Vous avez fait un film ensemble, on va en parler, c'est le deuxième que vous faites ensemble. Mais comment vous pourriez parler du bouquin? Vous l'avez lu, évidemment. Ah oui. Quel regard vous portez sur le travail du frangin? Bonne question, tiens. C'est forcément avec à la fois beaucoup de fierté et d'appréhension. Parce que c'est toujours pareil. On se dit, ce n'est pas parce que je suis son frère que je ne dois pas avoir un regard critique. C'est intéressant, c'est que moi, je suis plutôt angliciste. Et il a fallu que David se mette à écrire des livres pour que je commence à lire la littérature francophone. Et du coup, je lis beaucoup plus de romans français ou francophones maintenant. Mais si je vous entends bien, vous avez peur parfois de lui dire qu'un livre vous aurait moins plu que le précédent. Et j'ai de la chance, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu besoin de le faire. Ah. Et voilà, et là, j'ai eu un vrai élan vers ce livre. Et vous qui êtes arrivé au cinéma et à la réalisation, on va en parler, par le casting, comment vous ressentez la distribution des personnages dans les romans de votre frère, puisque vous êtes un chasseur de personnages et d'acteurs? C'est intéressant parce que lui, il dit toujours qu'il ne pense pas au film quand il écrit, et je le crois.
Donc, il ne pense pas à quelqu'un. Il ne met pas de visage. Non, il ne met pas de visage. D'ailleurs, ces personnages sont très peu décrits physiquement. Mais d'une certaine manière, moi, je ne peux pas m'empêcher de projeter. Mais parfois, et c'est là où je me dis c'est formidable, c'est quand l'histoire est encore plus forte que les personnages, je n'ai pas besoin de les identifier. Alors, vous choisissez qui pour jouer Antoine Duris, qui est le personnage principal du film de votre frère? C'est terrible pour lui parce que c'est pas sympa de nous mettre Duris. Donc du coup, c'est comme s'il induit. Et je sais plus tard le film est fait, on sera en porte-à-faux, on va ressortir l'archive. Vous aviez parlé, l'acteur va dire non. Mais on peut penser qu'à Romain Duris, parce qu'en plus Romain Duris. Non, je pense. En tout cas, c'est sûr que ça m'a accompagné. Forcément, inconsciemment, je pense que voilà, connaissant bien Romain. Il y a un jeu de mots dans le film. Mais il a exposé ses dessins à l'automne dernier. Il a le crayon facile. C'est un artiste Duris. Oui, tout à fait. Mais vous avez d'autres idées? Sans doute, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. On aime beaucoup Romain, c'est vrai. Ouais. David, dans le précédent livre, qui s'appelait Charlotte, le personnage était aussi très proche de l'art. C'est un livre qui vous a valu le Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. Est-ce que vous avez envie que Charlotte soit adaptée au cinéma, et pourquoi pas par vous deux? C'est vraiment mon rêve absolu, pas spécialement qu'il y ait un film, mais à chaque fois qu'on peut parler de Charlotte et mettre la lumière sur son œuvre, sur sa destinée. Vous vous rappelez qui est Charlotte en quelques mots? Oui, Charlotte Salomon, c'est une peintre allemande qui a laissé une œuvre extraordinaire, éblouissante de beauté. Et elle a un destin tragique. Elle est morte à 26 ans en camp de concentration alors qu'elle était enceinte. Et c'est vrai que le livre que j'ai écrit sur elle a permis à beaucoup de gens de découvrir son œuvre. Donc c'est vrai qu'un film, ça serait magnifique. Il y a un grand projet de film international. Mais quand Stéphane et moi, on a après, c'est vrai qu'on a très rapidement pensé que c'est pas ce qu'on voudrait filmer, mais bien sûr qu'on espère un film. Mais alors, quand vous dites Charlotte me poursuit, elle est morte en camp de concentration enceinte. Dans ce livre-là, votre personnage, il regarde une femme qui s'est suicidée enceinte, me semble-t-il, du deuxième enfant que lui avait fait de Modigliani. Il y a évidemment des correspondances, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes poursuivi par une histoire comme ça et que vous la prolongez un peu dans ce livre-là? Alors, vous avez raison, je la prolonge complètement. C'est la première fois que, d'ailleurs, je reprends des thématiques qui étaient dans un roman précédent. Là, le deuxième personnage, finalement, de ce livre, qui est une jeune fille qui vit un destin tragique, a vraiment beaucoup d'écho avec celui de Charlotte Salomon. Mais pour moi, Charlotte Salomon, au-delà du destin tragique, c'était quelqu'un qui était porté par la lumière. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, alors qu'elle traverse tellement de souffrances, va chercher la beauté pour créer, au plus profond d'elle-même, pour créer une œuvre d'art éblouissante d'intelligence, d'humour, de fantaisie. Donc pour moi, elle est un personnage positif. Et c'est vrai qu'il y a un écho très fort avec celui de Camille dans mon roman. Alors, ce qui est curieux, on va parler de Jalouse, qui sort en DVD, qu'on peut voir aussi en VOD, c'est que quand on regarde Jalouse, dont on va voir la bande-annonce, on se dit c'est un film réalisé par les frères Frankinos qui aurait pu être écrit. C'est-à-dire que quand on regarde le film, il n'y a pas de caricature, ce qui fait sourire est amené, il n'y a pas de rebondissement un peu au forceps comme dans toutes les comédies, il y a de la nuance. Et là, on se dit, c'est bizarre, c'est le film du livre que vous n'avez pas écrit. Eh bien, non. Oui, certaines personnes, vous êtes d'accord? Certaines personnes nous disaient on a adoré le livre, on est content de voir le film alors qu'il n'y a pas de roman, évidemment. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vraiment pensé comme un film. C'est-à-dire que ce que nous permet le film, c'est justement cette subtilité. Un regard vaut 15 pages parfois. Et surtout, c'est ce qui se passe avec la mère qui regarde la fille en train de danser. Karine et la danse, c'est quelque chose qu'on avait envie de filmer parce que c'est éminemment cinégénique. Je rappelle le pitch très rapidement. Une femme arrive vers 40 ans, elle a une fille qui vient d'avoir 18 ans, qui est belle, qui réussit au conservatoire de danse, etc. Et elle s'aperçoit qu'elle devient jalouse et elle pète un peu les plombs. Et pour le coup, Karine Viard, c'est votre stylo dans ce film et il écrit merveilleusement bien. Où sentez-vous ? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres n'étaient pas terribles, hein, Marc. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement? Tu n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchou. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt aux Maldives. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien.
Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté, hein. C'est con. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Ce sont des bons souvenirs. Je vous voyais regarder avec vraiment. un grand sourire ces extraits. Avec les acteurs. Karine, ça a été extraordinaire de travailler avec elle. Un film avec elle qu'on a fait à 3. Vous répartissez la tâche quand vous tournez un film à 2? De manière naturelle. Il n'y a pas vraiment de recherche. On n'a jamais établi sur un papier, mais disons que David est très féru de technique, et puis on parle beaucoup en amont, donc il est très intéressé par le cadre, et moi, une espèce d'atavisme des comédiens, donc je suis plus près des acteurs. Oui, mais c'est vraiment des décisions à deux. Quand on est sur un plateau, on a déjà travaillé, on a en l'occurrence 3 ans, entre l'écriture, la préparation, préparer le film, monter, choisir les acteurs, donc on arrive finalement sur le plateau avec une vision assez précise et heureusement commune. C'est un confort. C'est le hasard de la programmation, mais la semaine dernière, ici même, au même endroit, il y avait les 2 frères Régnier. Pour leur film Carnivore. Pour leur film Carnivore, qui parle de jalousie, d'une jalousie entre sœurs. Et là, voilà, jalouse. Ce thème de la jalousie, qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste-là? Oui, en l'occurrence, c'était vraiment sur la jalousie mère-fille dans un premier temps. C'est un sujet tabou, rarement traité, voire on ne l'avait pas vu ailleurs. Ça nous excitait comme sujet parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de ressentir. Et pourtant, quelqu'un qui à un moment donné se sent mal dans sa vie, mal dans sa peau et qui a tous les jours face à elle l'éclat de la beauté, de l'épanouissement, parce que non seulement la jeune fille c'est une danseuse sublime, mais en plus elle a un mec génial, ils sont totalement amoureux. Avoir comme ça le bonheur des autres qui vous saute à la figure, ça nous paraissait un sujet très excitant. En même temps, on pouvait faire le portrait psychologique de cette femme. Et puis, c'était une source de comédie. Ça nous excitait d'écrire un personnage qui allait tout oser et tout se permettre. Et c'est vrai qu'elle est à la fois drôle, elle est très touchante. Et en même temps, il y a une chose au pire du pire de sa jalousie et de sa mesquinerie. Parce que vraiment, c'est pas une super amie, c'est pas une super mère au moment où on l'accueille. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse, d'accord. Enfin, merci pour sa défense. Non, mais on peut être malheureux et pas faire chier le monde. Mais enfin bon, ça je pense. Mais elle est sauvée par une chose, c'est justement la beauté. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un domaine qui est sanctuarisé dans toute sa mesquinerie, c'est sa classe, c'est ça la littérature. Sur la littérature et ses élèves, elle n'est pas jalouse de ses élèves, elle n'est pas jalouse des grands auteurs. C'est pour ça que la beauté. Quand arrive la jeune prof jouée par Anaïs de Moustier, c'est encore pire pour elle, parce que c'est quelqu'un qui vient empiéter sur son terrain. Et nous, c'était aussi émouvant parce que, petite anecdote, on a tourné dans notre ancien lycée, qui était dans le 15e, et ça prenait tout ça, voilà. Une dimension autre. Vous vous organisez bien, là, les 2 frères, pour faire des choses assez étonnantes ensemble, quand même. Parce qu'aller tourner dans son lycée, c'est quand même un plaisir exceptionnel. On a eu la chance aussi que les calendriers concordent. Et en plus, l'acteur qui joue le proviseur dans notre film était aussi un ancien du lycée et il avait été viré. Donc revenir comme ça 40 ans après jouer le proviseur, c'est assez excitant. C'était sa revanche. Oui, mais il y a une revanche pour vous de vous dire je reviens au lycée, c'est quand même finalement je suis un ancien, les profs n'ont pas perdu leur temps pour l'un et l'autre. Je crois pas qu'on soit dans la revanche. C'était du plaisir. C'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir émouvant. Merci beaucoup à vous 2. On aime beaucoup les réunions familiales et même fraternelles dans cette émission. Alors rappelons la sortie de Jalouse, votre film en DVD et évidemment Vers la beauté qui est paru aux éditions Gallimard. Merci infiniment à tous les 2 de nous avoir rejoints ce soir. Vous restez avec nous. On va découvrir la météo avec Camille.